Nicolas Domenech, Éric Zemmour, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine? Voici le sommaire. Florence Cassé est libre. Grâce à qui? La Française n'avait même pas encore atterri à Roissy que gauche et droite se lançaient dans le discours de leur méthode. Hollande, Sarkozy, qui a le plus œuvré? La question méritait-elle d'être posée? Vous répondrez. Il a bien choisi son jour. Au moment où la France et l'Allemagne célébraient les 50 ans de leur amitié, il plaidait pour plus d'Europe. David Cameron, lui, menaçait de la quitter. Le Premier ministre britannique fera un référendum si elle est réélue. Qui a le plus à perdre? Et nous, que voulons-nous en faire de cette Europe? Vous nous donnerez votre avis. 78 à 90% des enseignants parisiens dans la rue, c'est la perf de la semaine pour Vincent Payon qui affronte sa première grève des profs sur les rythmes scolaires. Le ministre de l'Éducation est-il le boulet du gouvernement? On attend votre réponse. Et puis Gérard, Bernard, revenez, la taxe à 75% serait moribonde selon Europe 1. Le gouvernement dément, mais aurait-il intérêt à abandonner cette promesse phare du candidat Hollande après une première version censurée? On en parle dans le bonus de sa dispute sur itélé.fr. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tout est parti du discours de François Hollande, mercredi, juste après la libération de Florence Cassé, après 7 ans dans une prison mexicaine. Le président n'a pas un mot pour son prédécesseur, qui dira plus tard la jeune femme lui a sauvé la vie. Et voilà comment l'affaire prend une tournure politique. Ce qui est très important, c'est la rencontre entre François Hollande et Enrique Peña Nieto qui a eu lieu au mois d'octobre, qui s'est extrêmement bien passé. Le président Hollande a joué cette carte, la carte un petit peu de la discrétion, une méthode qui consiste à faire confiance aux institutions mexicaines et en particulier à la justice mexicaine. C'était risqué, mais ça aboutit favorablement. Dans la façon dont il accueille la libération de Florence Cassé, François Hollande est dans son rôle, mais je dirais que effectivement, il a l'habitude de passer sous silence ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Et je dois dire à cet égard d'ailleurs que les commentaires qui sont attribués à certains à l'Élysée disant que c'est le triomphe d'une méthode par rapport à une autre me semblent de la basse politique politicienne. Bon, le volontarisme de Nicolas Sarkozy, la diplomatie discrète de François Hollande, qui a le plus œuvré? Juste un petit mot, parce que la remarque de Claude Guéant est amusante, parce que s'il y en a un qui a passé sous silence ce qu'a fait son prédécesseur, c'était bien Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais voulu citer Jacques Chirac, qui a quand même fait une ou deux choses positives, pas 36, mais vraiment, s'il y a quelqu'un qui l'a pas cité... Contrairement à Chirac par rapport à Mitterrand, d'ailleurs. C'est drôle. Donc ça, c'est le premier point. Alors, cela dit, c'est vrai que la polémique a quelque chose de dérisoire, mais que je la trouve quand même intéressante malgré tout, moi. Je veux dire, bon, d'abord, c'est grâce à... Moi, je dis que c'est grâce à elle qu'elle doit à elle sa libération d'une certaine façon. Elle a été moi, j'ai trouvé c'est une figure de courage. C'est elle qui, lors d'une émission télévisée en direct, a démonté son accusateur, Florence Cassé. Elle a tenu. Je veux dire, c'est une figure de la vertu outragée, en plus de l'innocence bafouée, tout ça qui fait que ça a passé. Alors maintenant, il y avait quand même une double action diplomatique qui a été menée. C'est vrai, 2 discours de la méthode. La sarkozyste, parce que Sarkozy avait trouvé dans la libération des otages de Neuilly, au fond, l'accomplissement de quelque chose de fort en lui. Quand il en parlait, c'était sans doute le moment où il était le plus heureux. Nicolas Sarkozy, et il a voulu rééditer ça avec les infirmières bulgares, à sa façon, en mettant le paquet à chaque fois. Et c'est vrai aussi que s'il lui a apporté beaucoup personnellement, sa méthode à braquer les Mexicains, je veux dire, le bras de fer, on s'en souvient, l'année mexicaine transformée en année Florence Cassé, était... contre tous les usages diplomatiques et à braquer les Mexicains qui ont trouvé qu'il y avait de l'arrogance et que, bon, il y a eu un changement de président au Mexique qui fait que l'autre méthode diplomatique que Jean-Pierre Bel a parfaitement illustré, le président du Sénat, qui était cette fois-ci, qui correspondait à ce que voulait François Hollande, a bien était beaucoup plus efficace. Voilà, c'est juste une description. Et qu'en fait, c'est vrai que s'il tient ça, et que même pour une fois d'ailleurs, Valérie Trierweiler l'a bien joué. Elle a été présente comme avait été présente Carla Bruni, mais de façon plus discrète, affectueuse. Et voilà, ça a fonctionné et ils en tirent le bénéfice. Éric, il trépigne. Deux choses. La première, je suis évidemment, comme tout le monde, content pour elle qu'elle sorte de prison, pour ses parents, évidemment. Je suis un peu mal à l'aise quand même parce que je rappelle que elle a été libérée pour vice de procédure
et non pas innocentés par la justice mexicaine. Deuxièmement, les Mexicains sont en proie à une guerre des gangs absolument terrible, une espèce de Marseille puissance 100. Je crois qu'il y a 8000 enlèvements, quelque chose comme 8000 enlèvements chaque année. Et donc, je les comprends, moi, les Mexicains. Je comprends que la population ne soit pas réjouie comme nous, ne soit assez amère, parce que son innocence n'est pas prouvée, on n'en sait rien, et c'est pas parce qu'elle est française en soi qu'elle est innocente, évidemment. Enfin, en règle générale, Eric, c'est quand même la culpabilité qui doit être prouvée plus que l'innocence. Oui, voilà. Sauf que est-ce que c'est parce qu'elle est libérée qu'elle devient... Ce qui est évident, c'est qu'il y avait manipulation. Et alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est exactement le deuxième point que je voulais développer, c'est que c'est pas l'alternance entre Hollande et Sarkozy qui a tout changé, c'est l'alternance au Mexique. C'est-à-dire qu'il y avait, là, Nicolas a raison, il y avait manipulation du chef de la police, si j'ai bien compris, qui était lié au précédent président. Et c'est peut-être pour ça aussi, Sarkozy, il a beaucoup de défauts, mais c'est peut-être pour ça qu'il en a rajouté, parce qu'il sentait que c'était une affaire d'État au sens exact du terme. Donc là, Hollande, avec le nouveau président, il pouvait la jouer selon une diplomatie plus traditionnelle. Je crois que c'est ça. Donc bon, il faut... Vraiment, c'est grotesque. Alors, est-ce parce qu'elle est libérée que le Mexique devient une grande démocratie? Écoutez Laurent Fabius là-dessus. Le Mexique, dans la décision qui a été rendue, montre qu'aujourd'hui, c'est une grande démocratie. Donc, ce n'était pas une démocratie ou une grande démocratie avant? J'adore, les Français ont le don de donner des leçons à la terre entière en disant toi t'es un démocrate, toi t'es pas un démocrate. Et puis d'ailleurs ils le font même en France. C'est inouï, vraiment, je trouve ça mais grossier. Laurent Fabius était étonnant dans toute cette séquence-là, j'ai trouvé, parce qu'au fond, bon, on sait que la défaite est orpheline et que la victoire a 1000 pères. En l'occurrence, elle en avait 2 plus 1, donc 2, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, François Hollande et Laurent Fabius, qui tenait le bras pendant toute cette période-là de Florence Cassé, qui était épanoui, qui souriait à chacune de ses plaisanteries. C'était vraiment Papa Fabius. Mais vraiment. Est-ce que ça montre que cette affaire, depuis le début, ça a été une opération, une affaire politico-médiatique, et uniquement ça? On est dans la politique compassionnelle. Dont Sarkozy avait fait un modèle. C'est vraiment, comme les politiques n'ont plus de pouvoir, il faut qu'ils soient dans la compassion généralisée. Bon, et cette affaire nous rappelle que plus de 2000 Français sont toujours emprisonnés dans le monde, 7 sont condamnés à mort, et pour certains d'entre eux, on ne connaît même pas le motif de l'incarcération. Ne prendrait-il pas un peu l'Europe pour une auberge espagnole, David Cameron? S'il est réélu en 2015, le Premier ministre britannique veut proposer un référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans une Union européenne préalablement réformée. En clair, il veut marché unique, mais pas les contraintes. La France tous, pas l'Allemagne. Je pense que tous ceux qui, dans l'Union européenne, croient à la nécessité de davantage d'Europe, ce qui est mon cas, doivent pouvoir dire aux Britanniques « restez avec nous ». Et rester avec nous en ayant bien à l'esprit que l'Europe ne veut pas être une Europe à la carte. Il faut garder à l'esprit que chaque pays a des souhaits différents et l'idée c'est de trouver le juste compromis. Nous aurons un dialogue intense avec les Britanniques à propos de leurs idées. Bon, alors depuis, il a tenté de rassurer ses partenaires européens, David Cameron, à Davos notamment. On se dit que non, il n'est pas isolationniste. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Qu'est-ce qu'il a quelque chose à perdre? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Avec impatience l'intervention d'Éric, parce qu'on va voir la démonstration de ce que je dis pour une fois. Depuis des semaines, en général, c'est Éric, je vous l'avais bien dit, Zemmour, mais de l'alliance entre les anti-européens et les libéraux. C'est-à-dire qu'au fond, Éric, vous allez voir, il va nous expliquer qu'il a tout à fait raison, Cameron, que très bien, puisque au fond, il vaut une Europe Éric, je vous l'avais dit. Non, mais j'attends cette démonstration avec impatience. Tu vas la voir. Oui, je l'aurai. Premièrement... Monsieur, je vous l'avais dit, Zemmour. Voilà. Premièrement... l'Angleterre, comment vous dire, l'Angleterre est une île, comme disait le général de Gaulle, et il ne fallait pas qu'elle rentre. C'est le général de Gaulle qui avait raison, et c'est les européistes, les grands frères de Domenech, les centristes et la gauche socialiste et les centristes qui ont fait des pieds et des mains. Je te rappelle que l'Angleterre est rentrée parce que les centristes rentraient dans la majorité de Georges Pompidou après le départ du général de Gaulle. Pompidou, mais c'est parce que les centristes ont exigé cela. Parce que les centristes ont exigé cela, d'où le référendum. Historiquement, c'est très important. Parce que les Anglais ont tué la seule Europe qui, à mes yeux, était viable, c'est-à-dire l'Europe des 6. C'est-à-dire l'Europe carolingienne, c'est-à-dire l'Empire de Napoléon, et c'est-à-dire la seule Europe cohérente. Les Anglais sont rentrés pour la détruire,
comme ils avaient détruit le blocus continental. Et donc ça, ils ont réussi, ils ont imposé le grand marché, ouvert sur le monde, pas de frontières, pas de droits de douane, pas de politique commune, et en voiture. Et c'est ça qu'on a. Donc les Anglais, ils peuvent partir, maintenant ils ont gagné. Ils ont détruit l'Europe. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que l'Europe Ils peuvent partir, ils peuvent se passer de l'Europe. Écoutez, il y a 2 chiffres qu'il faut bien avoir en tête. En 72, quand les Anglais rentrent, c'est la première année, je crois, c'est 70 la première année, où le commerce de l'Angleterre avec l'Europe, à l'époque des 6, devient plus important que le commerce avec le reste du monde. En 2012, on a fait le changement. C'est-à-dire que le commerce de l'Angleterre avec le reste du monde est devenu plus important que le commerce avec l'Europe. Les Anglais, ils ne voient que leurs intérêts et ils ont bien raison. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, comment vous dire J'attends. Non, mais tu vas voir. J'attends. Les Anglais Tout ce qui peut détruire l'Europe est bon. Oui, absolument. Voilà. Tout ce qui peut détruire cette Europe-là. Je vous avais dit, je suis l'alliance entre les libéraux. Je suis d'accord. De toute façon, le libéralisme, tu l'as. Et c'est pas, moi qui l'ai mis, c'est les Anglais avec la complicité de Bruxelles. Et tu as vu la réaction de Madame Merkel. Elle est favorable. Parce que justement, toujours à Davos, jeudi, en tout cas, elle n'a pas fait une seule fois référence à ce référendum, mais elle a plutôt appuyé mais parce les propositions de David Cameron. Elle veut désormais, on est loin du modèle allemand d'avant, c'est fini. Elle veut l'Europe insérée dans le grand marché mondial, et c'est tout, exactement comme les Anglais. On est d'accord là-dessus? Oui, là-dessus, oui. Donc il faut. Maintenant, la dernière chose qui est amusante, si j'ose dire, c'est le regard de tous les grands médias, les grands éditorialistes, des élites, même anglaises, qui crachent sur Cameron parce qu'il veut consulter le peuple. C'est ça qui m'amuse le plus dans cette histoire. C'est un scandale dans cette Europe de consulter le peuple par référendum. Et alors on insulte les journaux anglais, on insulte le peuple anglais, on parle de populisme. C'est horrible. Un peuple qui veut... Moi, tu sais, ce qui me plaît dans cette démarche anglaise, je vais te dire. Ils refusent que Bruxelles fasse leurs lois. Oui. Ils refusent que le juge européen leur donne des leçons de morale et de droits de l'homme, alors que c'est quand même le pays de l'habeas corpus, excuse-moi du peu. Et ils ont tout à fait raison. Ils refusent Schengen, et ils ont tout à fait raison. Parce que ça nous a imposé des millions... L'Europe, et ils ont raison. Ils ont raison de refuser cette Europe-là. Oui, alors, ils ont raison de refuser cette Europe-là. Alors, oui, non, mais cette Europe-là, c'est là. Oui. Alors, bon, si on retourne un petit peu en arrière, comme le faisait Eric, si les Européens ont voulu de l'Angleterre, moi, j'étais pas chaud, à vrai dire, parce que je pensais... le seul au centre droit. On était quelques-uns, parce que je pensais qu'au fond, son alliance privilégiée avec les États-Unis faisait qu'elle pencherait toujours du côté atlantique plus que de l'Europe, ce qui s'est vérifié. Voilà. Mais il y avait une idée derrière tout ça qui s'est révélée fausse, mais qui était qu'au fond, quand on aurait le grand marché, on aurait l'organisation qui correspondrait à un moment ou à un autre économique, que ça s'imposerait, que ça, ne pourrait pas y aller. Ça a été l'erreur. Ça a été l'erreur. Je le reconnais. Simplement, à la différence d'Éric, je pense que c'est quand on prend en compte ces erreurs qu'on peut progresser et repartir. C'est pour ça que moi, je pleurerais pas. Je pleurerais pas ni sur la consultation, ni sur un éventuel départ de l'Angleterre. Je pense qu'on va enfin aller maintenant vers une redéfinition de l'Europe avec plusieurs cercles concentriques. Est-ce que ça ne doit pas nous amener, nous, Français, Allemands, on célébrait cette semaine les 50 ans de l'amitié, à nous poser la question sur ce qu'on veut faire, nous, de cette Europe? Mais alors justement, je voulais poursuivre un tout petit peu avant. Vas-y. C'est que le risque, simplement, c'est qu'on voit bien qu'il y a une évolution de tous les pays, tous les peuples, vers un repli zémourien, si j'ose dire, ce qu'on prend pour un horizon est simplement le narcissisme crépusculaire des peuples qui sont dans la contemplation de leur nombril et qui se disent comme c'était beau autrefois, voilà, et c'est dans ces champs, qu'on trouve au fond le salut, et non pas dans un horizon ouvert. Donc moi, je crois que, au contraire, c'est ça, de ce point de vue-là, je crois qu'on va partager une analyse intéressante sur l'enquête qui a été faite auprès de l'opinion française par le Cevipof. Ipsos, France 2013 sur les nouvelles fractures avec le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès. C'est ça, qui montre au fond que l'absence de pensée projective
le repli identitaire, voilà, est devenu effectivement majoritaire. Donc c'est là où Pas il faut majoritaire. plus. Et c'est là où il faut. Oui, regardez d'ailleurs, sur l'Europe, 2 sondés sur 3 qui souhaitent renforcer les pouvoirs de décision de notre pays, même si ça doit limiter ceux de l'Europe. C'est ça, mais c'est pour ça que je Mais crois ça veut qu'il dire faut quoi? Si on nous défendre posait la tout ce que- question, sur ce référendum aujourd'hui, on nous le proposait, on dirait quoi? Mais je vous signale qu'on a déjà voté en 2005 et que Sarkozy s'est assis dessus. Donc ça va, quoi. Moi, je veux bien que le peuple vote, mais s'il se décide vraiment, si c'est pour un simulacre, c'est pas la peine. Et moi, je vais répondre, il n'y a pas de narcissisme contemplatif et mélancolique. Crépusculaire. Et crépusculaire, si tu veux. Il y a simplement une volonté, encore d'ailleurs mal définie et qui n'est pas encore assumée par une majorité du peuple, des peuples, de reprendre leur destin en main. Simplement, ils ont été dépossédés par la mondialisation, par les grandes entreprises et par l'Europe. Et voilà la vérité. Séguin l'avait dit, Philippe Séguin l'avait dit en 92 à Maastricht. Maastricht, ça sera le contraire de 1789. Il avait raison. C'est-à-dire que c'est la fin de la souveraineté des peuples. C'est tout, que ça te plaise ou non. Et deuxièmement, dans le sondage, je finis, parce que le sondage est très intéressant sur 2 points. Premièrement, effectivement, sur l'Europe, les Français veulent reprendre leur destin en main. Et deuxièmement, ce qui est encore plus intéressant, parce que, alors là, vous pourrez m'appeler, je vous l'avais bien dit, Éric, je vous l'avais le dit. sujet sur l'immigration, on voit bien comment les électorats de l'UMP et du Front National pensent exactement la même chose. C'est ce que je me suis tué à expliquer ici, à Nicolas qui ne voulait rien entendre, sur l'UMP, sur les élus, etc. Aujourd'hui, on le voit, le résultat. Ils sont à 80 à 90% pour penser, tous les deux, on est d'accord Nicolas, qu'il y a trop d'immigrés en France, que l'islam est un danger pour la France, etc. et pour la République. Voilà le vrai sujet. Je n'emploierais pas le mot de pensée, je pense que, au contraire, que c'est la peur et la détestation de l'autre qui a pris la place de la réflexion. La réalité, Et que Nicolas, la réalité. Le ressenti, effectivement, s'est aggravé à cause de la crise en grande partie. réalité. Et je trouve que le commentaire d'ailleurs de Michel Vinocq là-dessus, l'historien, était très intéressant, de renvoi à d'autres périodes historiques où on a retrouvé ces paramètres-là, où en période de difficultés économiques, le rejet de l'autre, dire le rejet de l'immigré date pas d'aujourd'hui. La différence, et sur laquelle Éric Zemmour, en tout cas, ne s'est que très rarement exprimé, c'est que dans ces périodes-là, note Michel Vinocq, la xénophobie s'accompagne d'un antisémitisme dominant qui a été remplacé par une islamophobie dont Éric est un des véhicules, et qui ne prend pas en compte, au fond, ce qu'il peut y avoir de commun à ces périodes-là. Pourquoi on détestait à ce point le juif hier? Pourquoi on déteste aujourd'hui le musulman? Pourquoi, au fond, on reprochait aux juifs d'être ce ferment de décomposition des valeurs nationales? Exactement ce que dit Zemmour sur l'islam. C'est intéressant qu'un jour, quand même, on réfléchisse à ce Ça parallèle. serait très intéressant de réfléchir. Je trouvais cette comparaison très bateau. On nous la sert depuis à peu près 40 ans. Mais c'est peut-être qu'elle a une Très pertinence. Il n'y a pas de comparaison avec les années 30, tout simplement. Il passe pas seulement des années 30, il parle de 1880. Oui, même 1880. Alors, il y aurait deux choses. Il y a deux choses différentes. 1880, c'est que simplement, on est en train de rentrer, on pourrait en faire une émission entière, parce qu'on était en train, ça n'a rien à voir avec le juif et le musulman aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous bassine. J'ai pas dit que ça avait Le tout juif à était voir, le symbole de la nouvelle économie, c'est-à-dire de l'industrialisation et de la finance et du monde plus individualiste, contrairement à la société holiste et solidaire d'avant. C'est toutes les thèses de Maurras, il faut relire Maurras à ce propos. Oui, le musulman n'est pas du tout le Miguel. symbole de ça. Le musulman n'est pas aujourd'hui du tout le symbole de la mondialisation et de la nouvelle économie. C'est simplement... Non, il y a simplement un affrontement entre des cultures, des religions et des civilisations. Ça n'a rien à voir avec le juif, ne t'en déplaise. Mais ça a quand même à voir. Ben non. Une minute pour parler de ces manifs contre Vincent Payon. Cette semaine, 90% presque des enseignants parisiens dans la rue sur les rythmes scolaires. D'abord, vous avez des enfants tous les deux, il faut revenir à la semaine de 4 jours et demi. Mais moi, je comprends rien à cette histoire, parce que les profs ont manifesté et ont fait grève contre la semaine de 4 jours, et puis maintenant qu'on remet la semaine de 4 jours et demi, ils refont grève. Exactement, c'est très très étrange. Ah, t'es d'accord? Je peux ajouter un témoignage personnel. Pardon, j'ai commencé le journalisme par le journalisme éducation dans les années 80. Non, je dis pas. Et il y avait déjà, il y avait, 1880. oui, 1880. il y avait déjà un accord. J'étais née ou pas?
Ah non, même moi, j'étais pas né, c'est dire. Il y avait déjà un accord des spécialistes, des chronobiologistes, là, pour dire que les enfants ne travaillaient pas assez... Ils ne travaillaient pas, pas assez de jours, il fallait qu'ils travaillent plus de jours, que les vacances étaient trop grandes, et ils travaillaient trop dans la journée. Et qu'il fallait donc, au fond, revoir tous ces rythmes-là. Et on est maintenant... 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, avec le constat tout aussi implacable, et des lobbies toujours aussi puissants, que ce soit du côté des professionnels du tourisme, que ce soit du côté des profs, etc., pour dire non... Il y a du corporatisme ? Mais surtout, moi je vais vous dire, c'est pire que ça. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Bon, on va essayer de comprendre dans le bonus de Ça se dispute sur itélé.fr. On vous retrouve sur Internet et passez un bon week-end sur iTélé.